Bonjour, je m'appelle Émilie. Né d'Ava, un ancien mannequin glamour, et de Jack, un homme qui savait se servir d'un appareil photo, j'étais censé être leur ticket d'or pour conserver le style de vie somptueux qu'ils avaient peur de perdre. Regarde là, Jack. Elle est parfaite. Ce visage pourrait relancer ma marque, a dit maman, planant au-dessus de mon berceau avec cette lueur calculatrice dans les yeux. J'étais trop jeune pour m'en souvenir, bien sûr, mais elle répétait cette histoire comme un disque rayé, comme si elle était fière de sa prévoyance. Papa, un homme peu loquace, prenait des photos, transformant notre maison en studio. Encore une, Ava. Elle est fatiguée, murmurait-il souvent au cours de ces interminables séances. C'est absurde. Elle est naturelle, n'est-ce pas, bébé? La voix de maman était sucrée quand elle voulait quelque chose. Cela fonctionnait sur tout le monde, y compris sur papa. En grandissant, j'ai à peine remarqué les clics constants de l'appareil photo ou l'ambition acharnée de ma mère. C'était comme ça. Mes sorties de jeu? Plutôt des séances de photos, avec maman qui dirigeait chaque pose. Souris davantage, Émilie. Non, pas comme ça. Pense à la princesse, pas à la cour de récréation, me disait-elle, les yeux rivés sur l'objectif. J'ai essayé de lui faire plaisir. J'ai toujours essayé. Peut-être parce que chaque flash de l'appareil photo était accompagné de sa rare et brillante approbation, ou peut-être parce que je ne connaissais rien d'autre. L'heure du dîner n'était pas différente. Nous ne parlions pas de l'école ou des amis. Il était toujours question de stratégie de marque, de shooting et des nouvelles idées de maman pour garder ses followers accrochés. Manger sainement n'est pas seulement bon, c'est commercialisable, Émilie. Souviens-toi que tu es ce que tu manges, et en ce moment, tu es ma petite star, explique maman un soir, ses mots lents et délibérés. Comme si elle essayait de vendre le concept à un sponsor potentiel caché dans les buissons. Papa, quant à lui, semblait rapetisser de jour en jour, sa voix s'élevant rarement au-dessus d'un murmure. Tout va bien, Eva. On pourrait peut-être la laisser manger une pizza ce soir, un jour de triche, suggérait-il à de rares occasions, un faible sourire se dessinant sur son visage. La réponse de la jeune femme est toujours vive. Et lui abîmer le teint? Tu sais bien qu'il ne faut pas déranger la routine, Jack. Est la routine, ma compagne de tous les instants. Je ne connaissais pas les dimanches paresseux ou les faces de glace en désordre. Tout était organisé, mon enfance était présentée comme une page de magazine. Un soir, je les ai entendus se disputer. Leur voix, habituellement étouffée autour de moi, résonnait dans les couloirs. Elle n'est pas seulement ton ticket pour la gloire, Eva. C'est notre fille, pas un accessoire, dit papa d'une voix teintée de frustration. Oh, grandit, Jack. Nous ne sommes pas dans un conte de fées. Je me suis couché dans mon lit, serrant mon ours, Monsieur Snuggle, en essayant de donner un sens à tout cela. L'idée que j'étais plus utile qu'aimée n'était pas nouvelle, mais le fait de l'entendre explicitement a fait craquer quelque chose en moi. Le lendemain matin, les choses sont revenues à la normale. Maman était tout sourire, faisant comme si la nuit dernière n'avait pas eu lieu. Papa évitait mes yeux, comme d'habitude. Prête pour la séance photo, ma chérie? Maman a gazouillé en redressant ma robe. Ses mains étaient froides, son sourire trop étiré. C'est ainsi que nous avons continué, l'appareil photo capturant des sourires qui n'atteignaient jamais mes yeux, dans une maison qui ressemblait chaque jour un peu plus à un plateau de tournage. Grand-mère et grand-père, eux, voyaient clair dans tout cela. Ils venaient nous voir, secouant la tête, chuchotant que les enfants avaient besoin de terre et de soleil, pas de projecteur. Et de scénario. Elle ne peut pas être une enfant, Ava? Grand-père grommelait dès qu'il franchissait la porte, les sourcils froncés de désapprobation. Maman se forçait à sourire, sa patience étant à bout. Leur visite était mon seul répit par rapport aux clics incessants de l'appareil photo de papa. Il le posait alors, son visage s'adoucissant. Détendons-nous pour la soirée. Que diriez-vous d'un film, tout le monde? Proposait papa, sa voix étant presque une supplique. Les tournages n'étaient pas rapides. Ils ne l'ont jamais été.
Papa essayait de garder les choses légères, de faire des grimaces derrière la caméra, pour me faire rire à tout bout de shampoing. Allez, citrouille, montre-moi ton plus grand sourire. Pense à, oh, la crème glacée, encourageait-il, espérant saisir un moment authentique. Les disputes s'envenimaient lorsque la caméra était éteinte. Jake, concentre-toi. Il faut que ce soit parfait. La société nous surveille de près. Ils veulent un enfant naturel et heureux, pas un bambin tout sucré, disait maman. Grand-mère et grand-père essayaient de m'enlever pour un week-end, désespérés de me faire goûter à la normalité. Ava, elle devrait venir chez nous. Juste quelques jours. Laisse-la courir, jouer dans la boue. Grand-père argumentait en enfilant son manteau, prêt à partir, mais pas prêt à abandonner. Et puis quoi? Rater un casting? Non, papa. Nous ne risquons pas d'avoir des opportunités. Elle va bien. Maman craquait, ses mots étaient définitifs. Tout n'allait pas si mal. Parfois, les matins tranquilles, avant que maman ne se réveille, papa préparait des crêpes, les arrosait de sirop et me laissait y ajouter des poignées de pépites de chocolat. Ne le dis pas à ta mère. Il me faisait un clin d'œil, le secret se balayait entre nous. Promis, je gloussais, le sirop collant à mes doigts, l'instant léger et libre. Mais la liberté était toujours éphémère. Dès que les pas de maman résonnaient dans le couloir, c'était le retour aux affaires. Je me brossais les cheveux, me lavais le visage et m'habillais avec la tenue qu'elle avait préparée. À l'époque, je ne comprenais pas le poids du sacrifice, ni le prix du chemin tracé devant moi. Je ne connaissais que la routine, la pression constante et la compréhension claire que mon enfance n'était pas vraiment la mienne. Elle appartenait à la marque, à l'image, au sacrifice tacite de ce qui aurait pu être. Lorsque la maladie a frappé, elle est arrivée sans prévenir. Un jour, je posais pour une publicité pour un yaourt, tout sourire. Le lendemain, je brûlais, mon corps était un champ de bataille. Maman a paniqué, mais pas comme on pourrait l'espérer. Sa première pensée n'a pas été de m'emmener chez un médecin, mais de savoir combien de tournages nous allions devoir annuler. Ava, il faut l'emmener à l'hôpital, tout de suite. Papa faisait les 100 pas, sa voix était empreinte d'une panique que j'avais rarement entendue de sa part. Une minute, Jake. Laisse-moi réfléchir. Maman a répliqué, son téléphone dans une main, faisant probablement défiler son agenda. Réfléchir? Elle est en train de brûler, Ava. Il ne s'agit pas de ton foutu agenda. Le cri de papa m'aurait fait peur si je n'avais pas été aussi déstabilisée. À l'hôpital, ils ont dit que c'était la polio. Je n'ai pas vraiment compris ce que cela signifiait, seulement que c'était grave, vraiment grave. Le visage de maman est devenu tout blanc lorsque le médecin lui a expliqué. Mais elle était en si bonne santé. Maman se marmonnait à elle-même plus qu'à quiconque, son visage se tordant de confusion et de colère. Madame Dawson, Emily n'a pas été vaccinée contre la polio. C'est extrêmement rare de nos jours car la plupart des enfants sont vaccinés. Le médecin expliqua doucement, un regard de sympathie sur son visage. Le père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Pas vacciné? Ava, quoi? Pourquoi? Les lèvres de maman s'amincissent. Sa défense habituelle se met en place rapidement. Ne commence pas, Jake. C'était un choix. Un choix que nous avons fait. On m'a transféré dans une chambre, des fils et des tubes m'ont relié à des machines qui battaient et clignotaient. Les jours se sont transformés en semaines. Le soleil, mes croquis, même le flash agaçant de l'appareil photo de papa me manquaient. Maman restait rarement longtemps. Elle entrait, s'asseyait un moment, son pied tapant sans relâche sur le carrelage stérile. Emily, tu dois te battre. Tu sais à quel point il est important que tu ailles mieux. Elle disait, la voix serrée, comme si elle négociait un marché au lieu de réconforter sa fille. Plus que tout, je voulais que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve, que je me réveille dans mon lit avec Monsieur Snuggle serré dans mes bras, prête pour une nouvelle journée à faire semblant. Mais le cauchemar était réel, et ce n'était pas seulement la maladie. C'était de voir la tension sur le visage de papa,
d'entendre l'impatience dans la voix de maman, de sentir la distance grandir entre ce que j'étais et ce que j'étais censé être. Tu ne peux pas t'asseoir avec elle? La voix de papa s'élevait parfois lorsqu'il pensait que je dormais. Elle a peur, Ava. Elle a besoin de nous. Elle a besoin d'aller mieux. Ce n'est pas en restant assis à la dorlotée qu'on va la guérir, Jacques. Est la réponse de maman, toujours tranchante, comme une gifle. Les jours se sont confondus, chacun étant une répétition du précédent, des bips, des chuchotements, et le poids lourd de savoir que pour maman, j'étais un projet qui n'arrivait pas à respecter sa date limite. 2 ans de ma vie se sont confondus en une boucle continue de draps de lit, de vues de fenêtres et du tic-tac incessant de l'horloge. Alité, je suis devenue un élément fixe dans ma propre maison, un meuble gênant, plutôt qu'une fille. L'irritation de ma mère augmentait de jour en jour. Sa frustration était palpable chaque fois qu'elle devait s'occuper de moi. Qu'il s'agisse de changer mes couches ou de me laver, elle faisait la grimace. Ce n'est pas pour cela que j'ai signé. Elle marmonnait sous son souffle, ses mains rugueuses, ses soins manquant de chaleur. Papa a essayé de compenser. Chaque soir, il entrait dans ma chambre, un livre de contes de fées à la main, sa voix étant un doux écho de temps meilleurs. Échappons à un royaume lointain, Émilie. Elle chuchotait, essayant de me remonter le moral alors que nous nous plongions dans des histoires de héros courageux et de terres lointaines. Mais les heures de clarté étaient longues et solitaires. Livrée à moi-même, je trouvais du réconfort dans le dessin. Mes croquis sont devenus ma rébellion silencieuse, mon journal intime caché. Crayon et crayon étaient mes compagnons, créant des scènes bien différentes de la chambre stérile dans laquelle j'étais confinée. J'entendais les plaintes de ma mère, ses frustrations égoïstes. Elle en avait assez de porter les mêmes tenues aux fêtes, parce que l'argent s'était tari. Je suis coincée dans la garde-robe de la saison dernière pendant que tu traînes. Elle hurlait, sa voix se répercutant sur les murs, remplie d'une amertume plus profonde que la solitude. Grand-mère et grand-père ont vu le poids que cela faisait peser sur moi. Ils me rendaient visite, chargés d'inquiétude, le visage marqué par le souci. Qu'elles viennent passer un peu de temps avec nous. C'est ce que suggérait grand-père, d'une voix douce et suppliante. Elle a besoin de changer d'air, de se sentir aimée. Mais maman n'en veut pas. Absolument pas. Que penseraient les gens s'ils savaient que je l'ai envoyée chez ses grands-parents? C'est mon image de mère qui est en JEU. Sa voix était stridente, teintée de désespoir. Ses crises de colère sont devenues plus fréquentes, témoignant de l'effritement de la façade de sa vie autrefois glamour. Le père réagit en se retranchant davantage dans sa coquille. La bouteille étant son seul réconfort. Les nuits étaient rythmées par les crises de larmes de maman et le tintement du verre de papa. Lorsque j'ai eu 8 ans, une lueur d'espoir est apparue lorsque j'ai commencé à me redresser lentement, en m'appuyant lourdement sur le montant du lit. Mais une jambe ne coopérait pas. Elle était plus fine, plus courte, un rappel durable de la maladie qui avait ravagé mon corps. Maman m'a traîné chez d'innombrables médecins, le visage empreint d'un mélange d'espoir et de peur. Il n'y a rien que tu puisses faire? Exigeait-elle en s'adressant au spécialiste sur un ton tranchant. Je suis désolée, mais il s'agit de complications post-DASH polio. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire pour inverser la situation. Les médecins expliquaient leur visage sombre. La prise de conscience que je ne serais plus jamais l'enfant modèle parfait l'a frappé comme une tempête. La rage a remplacé le choc initial. À la maison, elle a retourné cette rage contre moi. Regarde ce que tu t'es fait, criait-elle. Si tu n'avais pas été aussi négligente, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as tout gâché. Ces mots me piquaient, et je me réfugiais dans mes dessins, mon seul moyen d'échapper à ces reproches incessants. Mes dessins s'assombrissaient, reflétant l'agitation qui régnait en moi. Mais ils étaient aussi d'une étrange beauté, un témoignage de mon endurance et de mon esprit, qui refusait d'être écrasé. Les nuits dans ma chambre étaient longues et silencieuses, remplies uniquement du grattement de mes crayons contre le papier, alors que je me perdais dans le dessin de mondes bien plus gentils que le mien. Mes bandes dessinées sont devenues mon sanctuaire, un endroit où j'étais le héros et non la victime. Pourquoi t'occupes-tu de ces choses-là? La voix dure de ma mère tranchait le silence lorsqu'elle faisait irruption dans ma chambre.
Ce n'est pas comme si ça allait nous remettre sur les rails. Tu devrais te concentrer sur quelque chose d'utile. J'ai appris à hocher la tête, sans me fier à ma voix. Mes dessins se cachaient sous mon lit, mes peurs et mes rêves s'étalaient sur les pages en secret. Je n'avais pas d'amis à appeler, pas de camarades de classe sur lesquels m'appuyer. Mon monde était confiné entre ces quatre murs. Le seul lien que j'avais avec l'extérieur était mes cours en ligne et les appels téléphoniques occasionnels et chuchotés avec mes grands-parents, qui semblaient être les seuls à s'intéresser à moi. Un soir, quelque chose a changé. Il était tard et la maison était silencieuse, trop silencieuse. C'est alors que j'ai entendu des cris étouffés provenant de l'étage inférieur. Le cœur battant, j'ai boité jusqu'à ma porte, l'ouvrant juste assez pour jeter un coup d'œil à travers. Je ne peux plus faire ça, Jack. Regarde-la, regarde ce qu'elle est devenue. La voix de maman était frénétique, teintée de dégoût. Je ne peux plus supporter de la regarder, répond le père d'une voix floue et fatiguée. Elle est toujours notre fille, Ava. On ne peut pas la jeter comme ça. C'est exactement ce que nous allons faire, a-t-elle rétorqué. Tiens, donne-lui ça et fais croire qu'elle s'est enfuie. Peut-être qu'un voleur nous fera une faveur ce soir et nous débarrassera de l'intello. Les pas de papa étaient lourds, sa présence plus importante à mesure qu'il s'approchait de ma chambre. La porte s'est ouverte en grinçant, et il se tenait là, silhouette de l'homme qu'il était autrefois, les yeux tristes, l'haleine chargée d'alcool. On va faire un tour, et a-t-il marmonné en évitant mon regard. Je n'ai pu qu'acquiescer, tout mon corps tremblant, et je l'ai suivi jusqu'à la voiture. Nous nous sommes retrouvés dans une partie de la ville que même les cauchemars hésiteraient à visiter. Papa a arrêté la voiture? Et les mots qu'il a prononcés étaient à peine un murmure. Je suis vraiment désolée, Émilie. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Il m'a tendu le téléphone, les mains tremblantes. Garde-le avec toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Puis il est parti. Et il est parti. Je suis restée là, seule, le froid mordant mon pyjama fin. Mes mains s'agrippaient au téléphone comme à une bouée de sauvetage, tandis que les bruits de bagarre lointaines emplissaient l'air. Mais ils ont fait une erreur, ils ont laissé la carte SIM dans le téléphone. En tremblant, j'ai composé le numéro de mon grand-père. Grand-père, s'il te plaît, tu dois m'aider. J'ai peur. Je ne sais pas où je suis. Tiens bon, Émilie. Nous arrivons. Reste caché et garde le téléphone allumé. La voix de grand-père était ferme, une promesse dans l'obscurité. Je me suis caché derrière une poubelle, mon corps tremblant de peur et de froid, attendant ce qui m'a semblé être une éternité. Chaque bruit faisait bondir mon cœur, chaque ombre était un monstre dans la faible lumière de la rue. Enfin, les phares se sont allumés au coin de la rue et la voiture de grand-père a été aperçue. Il n'avait jamais roulé aussi vite et je n'avais jamais été aussi soulagée de les voir. Grand-père et grand-mère se sont précipités, les bras grands ouverts. Après m'avoir sauvée, grand-père et grand-mère sont allés directement chez papa et maman. Ils étaient furieux, leur colère crépitait dans l'air comme de l'électricité. Je suis restée dans la voiture, mais je pouvais entendre les voix s'élever, même depuis l'allée. Tu es allée trop loin cette fois-ci, Ava. La voix de grand-père retentit. Elle ne le dit à personne, s'il te plaît. Supplie maman, dont la voix se brise sous l'effet de la peur. Pense à ce qu'ils vont nous faire. Grand-mère est implacable. Tu n'es pas digne d'être sa mère. Tu cèdes la garde, Ava. Aujourd'hui. Et juste comme ça, ils ont assuré ma liberté. Maman a signé les papiers? Ses larmes de peur étant bien loin du repentir. Papa est resté silencieux, la tête baissée, il ne se battait plus. Et la vie chez grand-mère et grand-père était paisible. Ils avaient une petite maison confortable avec une grande cour et un jardin qui semblait enchanté, débordant de couleurs et de vie. Grand-père m'a appris à planter des fleurs, ses mains rugueuses étant douces avec la terre. Les plantes doivent être nourries, et aiment. C'est comme les gens, disait-il en souriant dans sa barbe. Grand-mère était un tourbillon d'amour et de pâtisserie. Elle avait toujours une nouvelle recette à essayer, et la cuisine était notre laboratoire. Le sucre arrange beaucoup de choses, surtout les humeurs.
Elle me faisait un clin d'œil en me passant une cuillerée de pâte à biscuits. Peu de temps après avoir emménagé, j'ai commencé à aller dans une école normale. J'étais nerveuse, je boitais nettement, j'étais gênée par ma jambe. Mais à ma grande surprise, les enfants étaient gentils. Ils ne m'ont pas dévisagé ou n'ont pas chuchoté comme je l'avais craint. Au contraire, ils ont fait preuve de curiosité et d'acceptation. Tu veux jouer avec nous, demande un jour une fille nommée Lucie pendant la récréation. Bien sûr, ai-je répondu, un sourire se dessinant sur mon visage, surprise par la simplicité du moment, par la facilité avec laquelle je me sentais comme une enfant parmi d'autres. Le cours d'art est devenu mon refuge, là où je m'épanouissais vraiment. Monsieur Hernandez, le professeur d'art, a tout de suite remarqué mon talent. Tu as un vrai don, Émilie. As-tu déjà pensé à montrer ton travail au monde entier? Il m'a encouragé. Suivant son conseil, j'ai commencé à publier mes dessins en ligne. Au début, il ne s'agissait que de quelques croquis, mais très vite, j'ai eu des adeptes, une communauté de personnes qui ne se contentaient pas de voir les dessins, mais qui me voyaient. Ils comprenaient les histoires que je racontais à travers mon article. Les soirées à la maison étaient mon moment préféré. Après le dîner, nous nous asseyions sous le porche, grand-père avec sa pipe et grand-mère avec son tricot, la journée s'écoulant autour de nous comme une douce couverture. Et la vie est belle, n'est-ce pas? Demandait grand-père en regardant le jardin baigné par le crépuscule. C'est merveilleux, répondais-je en m'appuyant sur ma grand-mère, me sentant en sécurité et aimée d'une manière que je ne soupçonnais pas à 19 ans. La vie m'a fait entrer dans un nouveau chapitre, celui de l'école d'art, grâce à une bourse qui reconnaissait mes talents. La jeune fille qui dessinait en secret était désormais connue dans la communauté artistique en ligne. Même mes personnages sortaient des pages, se retrouvant sur les couvertures de bandes dessinées et sur les murs des villes, sous forme de graffiti. L'inscription dans une école d'art était un rêve réalisé. C'était l'occasion de plonger plus profondément, d'explorer les racines de l'expression artistique par le biais d'une formation classique. Tu vas déchirer, Émilie, m'a dit mon grand-père le jour où j'ai reçu ma lettre d'admission, les yeux brillants de fierté. Oui, petite, montre-leur comment on fait. A ajouté grand-mère, toujours prompte à apporter son soutien enflammé. Le campus bourdonnait de créativité, c'était un endroit plein de potentiel. Le premier jour, j'ai eu l'impression d'entrer dans un monde plus vaste, un monde que j'étais impatient d'explorer et d'influencer. Les études ont été intenses, mais enrichissantes. J'ai absorbé des techniques et des histoires qui ont enrichi mon travail et l'ont rendu plus solide. Mes professeurs m'ont encouragé à expérimenter, ce qui m'a amené à mélanger les méthodes traditionnelles avec mon style unique. Vous avez un don rare, Émilie, votre perspective est rafraîchissante. A noté le professeur Ham lors d'une critique. Ces mots renforçant ma confiance en moi. Parallèlement à mes études, j'ai organisé une exposition de mes peintures. Il ne s'agissait pas seulement d'une exposition, mais d'une présentation narrative, racontant des histoires de dépassement et de devenir. Chaque pièce raconte une histoire, n'est-ce pas, a fait remarquer une visiteuse lors du vernissage, ses yeux traçant les lignes de ma plus grande toile. Absolument. Chaque trait représente une partie de mon parcours. J'ai expliqué, trouvant de la joie à partager ma vision. Les médias locaux ont eu vent de mon histoire, intrigués par l'artiste qui a relevé des défis personnels et physiques pour créer. Ils ont filmé des reportages sur l'exposition et m'ont interviewé sur mon travail et ma vie. Emily Dawson n'est pas seulement une artiste, c'est un phénomène, a déclaré l'un des journalistes alors que la lumière de la caméra clignotait en rouge. Je me suis promené dans l'exposition, mes chaussures spéciales et parfois une canne m'aidant à marcher. Je ne cachais pas ma boiterie, je l'assumais. Vous transformez l'adversité en article. Un amateur d'art a fait un commentaire en pointant du doigt ma canne, que j'avais peinte de couleurs vives. Des photos de moi sont apparues à nouveau dans des magazines de mode, une boucle bouclée. Mais cette fois, j'ai posé parce que je le voulais, chaque photo étant un témoignage de ma capacité à agir et de mon talent artistique. Elle redéfinit la beauté, pouvait-on lire sous une photo de moi, ma canne peinte à la main, se tenant audacieusement à côté de l'une de mes fresques vibrantes. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, je n'étais pas seulement une diplômée avec mention,
j'étais un symbole de persévérance, une toile vivante que j'avais créée moi-même. Et lorsque j'ai traversé l'estrade pour recevoir mon diplôme, ma canne à la main, les applaudissements n'ont pas seulement salué ma réussite académique, mais aussi le parcours qui m'avait amené à la et la galerie d'art bourdonnait de bavardages et de clics d'appareils photo, l'air était chargé d'admiration pour les œuvres qui tapissaient les murs. Je me suis mêlé aux invités, le cœur gonflé de fierté et de nervosité. C'était un grand jour, l'aboutissement d'années de travail acharné et de passion. L'espace était rempli de mes peintures, chaque pièce étant un chapitre de ma vie, une bataille menée et gagnée. Soudain, l'atmosphère a changé. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde lorsque je les ai vus, mes parents. Ils ont beaucoup changé. Papa avait l'air usé, les traits de son visage s'étaient creusés, ses yeux s'étaient assombris. La beauté de maman a disparu, révélant son vrai visage. J'ai regardé, figé, maman se dirigeait vers les journalistes qui filmaient. Avec le flair d'une habituée des projecteurs, elle a annoncé haut et fort: je suis la mère d'Émilie et je suis tellement fière de ce qu'elle a accompli. Et la caméra s'est tournée vers elle, dévorant sa performance. Elle a toujours été incroyablement talentueuse, et voir tout ce qu'elle a accompli, c'est juste, c'est le rêve d'une mère qui devient réalité. Je n'en pouvais plus. Mon corps a bougé de lui-même, alimenté par un mélange de colère et d'incrédulité. Non, interrompis-je vivement, ma voix tranchant les murmures de la foule. Je dois tout à mes grands-parents. C'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Loin des yeux et des lentilles indiscrets des médias, j'ai pris mes parents à part, le cœur battant contre mes côtes. Dès que nous avons été à l'abri des regards, ma mère a cessé de jouer la comédie, ses yeux étant froids et calculateurs. Émilie, ma chérie, nous avons besoin de ton aide. Elle commença, la douceur de sa voix m'esséurant. Ton père a eu des problèmes, il a perdu son travail et nous avons dû vendre la maison. Nous n'avons nulle part où aller. Tu nous es redevable? Émilie. Je ne vous devais rien à partir du moment où vous m'avez laissé dans cette rue. J'ai répliqué, ma détermination étant aussi dure que l'acier. Si jamais tu t'approches de moi ou de mes grands-parents, j'irai voir la police. Ne crois pas que je ne le ferai pas. Ils savaient que je pensais tout ce que je disais. Sans un mot de plus, ils se sont retournés et sont partis, disparaissant à nouveau dans l'ombre d'où ils étaient sortis. Ce soir-là, après le départ des invités et l'extinction des lumières de la galerie, j'ai pris le temps de me promener dans l'espace silencieux. Mes tableaux me regardaient, chacun d'entre eux témoignant de mon parcours. J'avais fait face à mon passé, à la douleur, et j'en étais ressorti plus forte. Dès au retour à la maison, dans le confort tranquille de la maison de grand-mère et grand-père, je me sentais enfin en paix. Ici, dans cette maison remplie d'amour et d'acceptation, je savais que j'étais chez moi, vraiment chez moi.